la dernière fois. Donc, bienvenue. Et qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois alors? Tu fais des révisions? Oui, on a fait des révisions, exactement, avec des diapos et tout ça. Donc, normalement, ça devrait à peu près le faire. Ce qu'on va essayer de voir par rapport aux divisions tripartites. Ça veut dire quoi, division tripartite? Trois parties. En trois parties, voilà. C'est tout simple en fait, hein, la psychologie bouddhiste. Tu as les Ouais, conceptuels erronés, les non conceptuels non erronés et les non conceptuels erronés. ouais, bravo, oulala. Eh ben, C'est- ça c'est super. Waouh, direct, paf, 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 le vendredi matin à 8h30. Non, Tu peux les- répéter, Sabine, Ouais, un tu peu peux vite. répéter ça, bien. Et tu as les conceptions conceptuelles qui sont erronées, les non conceptuels non erronés, c'est les perceptions directes, si j'ai bien compris, et les perceptions non conceptuelles erronées, qui sont des fausses en fait. Ah, ok, ok. C'est ça? Exactement. Tout à Ouais. fait. À chaque fois, on parle de cognition erronée. Ouais, c'est quoi la définition d'une cognition erronée? Ils se trompent par rapport à l'objet apparent. Oui, exactement. C'est L'engagement. qui se Non. trompe exactement à l'égard de son objet Erroné, apparent. ah oui, Ouais, apparent. très bien. Mm. Et ces cognitions erronées, soit elles ont comme objet appréhendé une généralité de sens, donc un concept. Ouais, donc elles sont conceptuelles. Hmm. Soit il y a des cognitions qui ne sont pas erronées et qui n'ont pas pour objet appréhendé une généralité de sens. Donc ça veut dire une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Donc en effet, comme a dit Sabine, c'est une perception directe. Ouais. Et Mm. il y en a qui sont erronées, mais qui n'ont pas pour objet appréhendé une généralité de sens. Elles ont la claire apparence d'un non-existant. Ouais, la Mm. claire apparence, ça veut dire qu'il n'y a pas de généralité de sens et c'est l'apparence d'un non-existant qui est leur objet appréhendé. Ouais, donc on va essayer de voir si ce sont nécessairement des cognitions fausses. On va essayer de voir ça. Hmm. Ok, très bien. Donc on est à la page 161 déjà. Waouh. Et Division tripartite. Oui. j'ai une question. Un non-existant, c'est un existant. Alors en fait, le non-existant n'existe pas, mais l'apparence d'un non-existant, elle existe. Ok. Ouais, par Mais exemple, est-ce qu'un non-existant est un phénomène? non. Non? Non, un Ok. Hmm. non-existant n'est pas un phénomène, n'existe Ok. pas, n'est pas observé par une cognition valide, etc. Ouais. Mais D'accord. malgré tout, on peut avoir la claire apparence d'un non-existant. Par exemple, quand on voit un mirage, à nos Ah, yeux, il y a la ok. claire apparence d'un point d'eau. Ouais, Hmm. alors qu'en ce lieu, il n'y a pas de point d'eau. Donc, c'est la claire apparence d'un non-existant. Hmm. Ok, d'accord. C'est bien. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr, c'est une cognition fausse, visuelle, mais on va voir dans ce texte que la Gautier va donner plus de détails pour voir que même si on a la claire apparence d'un non-existant, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ait une cognition fausse. Ouais, Hmm. donc on va voir ça petit à petit. Très bien. Donc la division triple des cognitions de Lorik, on pourrait dire, consiste en les cognitions conceptuelles qui ont pour objet appréhender une généralité de sens. Ouais, donc ça c'est facile, la première division. Ouais, conscience Mm. conceptuelle. La généralité de sens, ça veut dire concept, tout simplement. Ouais, ok. Ensuite, la seconde, ce sont les cognitions non conceptuelles et non erronées, donc qui ont pour objet appréhender un phénomène spécifiquement caractérisé, donc un impermanent. Ouais, vous Hmm. savez que toutes les perceptions directes ont pour objet apparent des impermanents. Ouais, Mm. Mhm. Oui, ça vous le savez. oui, oui. Je suis sûr que vous le savez. Ouais. Est-ce que une perception directe, elle ne pense pas, et donc qu'est-ce qu'elle peut appréhender, qu'est-ce qui peut se manifester Ouais. directement à une perception directe? Nécessairement un impermanent. Ok. Ouais. Pour les consciences sensorielles, eh ben, ce sont Hmm. des phénomènes qui sont matériels. Mhm. Ouais, les couleurs, les contours pour les consciences visuelles, les sons pour les consciences auditives, les parfums, les odeurs pour les consciences olfactives, les saveurs pour les consciences gustatives et les objets tangibles ou tactiles pour les consciences tactiles. Ouais, tout ça, c'est de la matière, c'est impermanent. Mhm. Ouais, ce sont des phénomènes spécifiquement caractérisés. Ouais, ça vous parle, phénomènes spécifiquement caractérisés, les soi lakshana? Oui. Ouais, c'est quoi?
Bah, c'est un impermanent. Oui. C'est un impermanent nécessairement, ce sont des équivalents d'impermanents, exactement. Ouais, ils sont triplement caractérisés. Ouais, vous vous souvenez de ça? Ouais, ils ont une nature, un espace et un lieu particulier, spécifique à eux. Oui, et une durée, ouais. Une durée, oui. Ouais, très bien. Exactement. Ils sont spécifiques en termes de localisation spatio-temporelle, donc Mm. la localisation et la durée, et leur nature. Ouais. Ce qu'on Mmh. dira en tibétain, ouais. Ils ne vont pas partager leur nature. Mo Majepa. Ils vont pas partager leur localisation. Yul Majepa. Et ils vont pas partager leur temporalité. Du Majepa. Ouais, donc ils ne partagent rien de cela. C'est pourquoi ce ne sont pas des phénomènes généralement caractérisés. Parce que les phénomènes généralement caractérisés, ils partagent tout ça. Ouais, ça Mmh. vous parle? Mm. Bravo. Donc en effet, un Swalakshana, moi je préfère les appeler en sanskrit, c'est plus facile à dire. C'est Excuse-moi, un... Oui? tu as dit que les permanents partageaient, leur nature, le temps et la durée. Tu peux me Oui. donner un exemple? Parce que quand un permanent, c'est par exemple, l'image, un concept de quelque chose, par exemple, l'image d'un livre. Alors, q comment tu peux m'expliquer, ils partagent cette nature, parce que c'est une généralité de sens, c'est ça? C'est la généralité de sens qui est leur nature? Comment enfin, Oui, je comprends pas trop comment on peut le caractériser tout ça, enfin, l'expliquer. on peut dire que un concept, justement, c'est un phénomène généralement caractérisé parce il mélange la durée, il mélange la localisation et la nature. Par exemple, quand on pense à, c'était quoi l'objet que Un tu disais? livre, j'ai C'était dit un livre, mais ça peut être ouais. n'importe quoi, hein. Si vous Penser pensez à un à un livre, livre, penser à un ouais. livre. Si on pense à un livre, notre concept va mêler tous les livres qu'on aura lus, qu'on aura vus, D'accord. Ouais, etc., en une généralité, en fait, qui ne correspond à rien d'une certaine manière à la réalité. Ouais, ça veut dire qu'en effet, on peut avoir l'image du dernier livre qu'on a lu. Ouais, ça va être l'image impermanente, mais le contenu de cette image, le contenu de ce concept, ça va être l'opposé de non-livre. Et donc ça mmh. s'applique à tous les livres, ça englobe tous les livres. Mmh. Ouais. D'accord. C'est comme Mmh. ça qu'une généralité de sens, elle mixe, elle mêle, et elle D'accord. mêle aussi d'une autre manière. C'est-à-dire que quand on pense au livre qu'on est en train de lire, ce livre qu'on est en train de lire apparaît à la conscience conceptuelle, mais mêlé à la généralité de sens. C'est pourquoi aussi cette généralité de sens est générale, parce qu'elle mêle aussi le phénomène en question avec une apparence conceptuelle. Ouais, en effet, tout est brouillé. La localisation, la durée et la nature. D'ailleurs, quand on pense à un livre, eh ben, on ne spécifie pas un livre en particulier, pas nécessairement. Et même si on pense à un livre en particulier, celui qu'on est en train de lire, on va mêler toutes les instances où on l'aura lu. C'est-à-dire qu'on va penser, je lis ce livre, mais d'une manière très floue, très vague, en ne spécifiant pas est-ce que c'était hier, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'était avant-hier, etc. Ouais. D'accord. Génial, impeccable. Donc une généralité de sens, c'est toujours un phénomène généralement caractérisé, alors que les impermanents sont toujours des swalakshana, des phénomènes spécifiquement caractérisés. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Ok. Et en trois, les cognitions non conceptuelles erronées. Ouais, donc c'est une autre façon, en général, de parler d'une cognition fausse. Ouais. Ok. Qui ont pour objet, donc pour objet appréhendé, là c'est toujours l'objet appréhendé, faut le rajouter d'ailleurs, un non existant qui apparaît clairement. En fait, ça, c'est une mauvaise formulation. Parce que comme le non existant n'existe pas, comment peut-il être l'agent de l'acte d'apparaître? Ouais. Et donc, c'est pourquoi on devrait dire qu'il y a pour objet appréhendé l'apparence d'un non existant, la claire apparence d'un non existant. Ouais, c'est pareil dans la philosophie du Madhyamaka. On ne peut pas dire que l'existence inhérente apparaît aux consciences sensorielles, etc. On peut dire qu'il y a l'apparence d'existence inhérente, mais l'existence inhérente n'existe pas, donc elle ne peut pas effectuer l'acte d'apparaître. Donc Ouais, vous êtes d'accord? c'est la claire apparence D'un non-existant. de l'apparence d'un existant. C'est la claire apparence d'un non-existant. Ouais. Ouais, c'est comme une licorne bleue. Est-ce qu'elle peut effectuer l'acte de galoper? Non, elle n'existe pas. Non, exactement.
Oui, une licorne bleue, vu qu'elle n'existe pas, elle ne peut pas agir, elle ne peut pas effectuer l'acte de galoper. Eh ben, le non existant, comme il n'existe pas, il ne peut pas effectuer l'acte d'apparaître. Ouais. Donc c'est juste pour être un peu plus précis. Ok, donc ça je le corrigerai aussi. Je le remettrai. Donc son objet appréhendé et la claire apparence. Ok. Très bien. Bon, c'est assez simple en fait, hein, cette division tripartite. Donc, comme on l'a dit, pourquoi est-ce qu'on se prend le chou à avoir ces divisions, etc. C'est pour essayer euh, d'avoir une idée claire de toutes ces subdivisions, ouais, dans notre cognition, et on essaie de l'appliquer à notre quotidien. Ouais, par exemple, les consciences conceptuelles. Donc, les premières, les cognitions conceptuelles, elles sont erronées, elles ont comme objet appréhendé une généralité de sens. Est-ce qu'elles sont nécessairement fausses? Non, non, non. Non. Ça dépend s'il y a une cognition, une inférence qui s'appuie sur les 3 modes, elle sera jamais fausse. Exactement. Ouais, ou un vrai souvenir aussi. Normalement, un vrai souvenir n'est jamais faux. Si c'est un vrai Ouais, mais souvenir, ouais. ça, c'est quand même bizarre parce qu'un vrai souvenir, on dit toujours que les souvenirs sont toujours, comment dire? Ne reflètent jamais la réalité, on les brode dessus, en fait. Je ne sais pas si ça existe vraiment un vrai souvenir. Ouais, par exemple, est-ce que je me souviens du goût du café que je viens d'avoir à l'instant? Oui. Oui, mais il y a quelque chose dedans qui fait que tu vas l'amplifier. Est-ce que c'est vraiment un vrai souvenir? Tu te souviens d'avoir bu du café, Oui, mais le goût, je suis oui, pas sûre. exactement. Ouais, c'est pourquoi un souvenir, c'est une conscience conceptuelle, et une conscience conceptuelle s'engage toujours par exclusion. Ça veut dire qu'en effet, une conscience conceptuelle est de toute façon erronée. Elle ne reflète jamais vraiment la réalité telle qu'elle est. Ouais, D'accord, c'est pourquoi, idéalement, c'est de passer à une perception directe, mais le souvenir n'est pas parfait de toute façon. Aucune conscience conceptuelle ne l'est. Ouais. OK. C'est-à-dire qu'on peut plus se souvenir de la texture du café, parce que j'en mets toujours une tonne dans, dans ma tasse, donc la cuillère pourrait tenir debout dans le café. Je pourrais plus me souvenir de la texture plutôt que du goût, ou plus du goût que de la texture, etc. Ouais, donc D'accord, la conscience conceptuelle, elle s'engage par exclusion, et donc elle va pas nécessairement englober toutes les caractéristiques de l'objet, et c'est tout à fait normal. La conscience conceptuelle est toujours très pauvre. D'où l'importance d'employer beaucoup de raisonnement. Ouais, quand vous voyez tous ces raisonnements Madhyamika, etc., on emploie énormément de raisonnement justement pour raffiner notre conscience conceptuelle, et c'est pour ça qu'on a les débats aussi, pour raffiner la conscience conceptuelle pour qu'elle soit la plus ressemblante possible, autant que possible par rapport à la réalité. Oui, Christine? Mais alors pourquoi on dit un vrai souvenir n'est jamais faux? Oui, parce il y a des faux souvenirs en psychologie mmh, moderne. On a découvert, par exemple, il y a une série de 5 vidéos qui s'appelle The Brain, le cerveau, et Ouais, il montre qu'au cours de toute une existence, nos souvenirs peuvent évoluer. C'est-à-dire qu'on peut avoir parfois même des faux souvenirs. Il y avait, il y a quelques années, il y a peut-être 10, 15 ans, il y avait des sectes qui avaient pénétrer dans les cercles de psychologie, et pour isoler une personne, il leur inculquait des faux souvenirs en disant: «Votre mère vous avez fait ça, votre père vous a fait ça», et les gens s'isolaient de leur famille, et donc ils étaient plus vulnérables. Ouais, donc ils leur inculquaient de faux souvenirs. C'est marrant ça. C'est bon, marrant et dangereux. ouais, moi j'ai l'impression des fois qu'il y a des souvenirs aussi qui datent des vies passées aussi, de choses qui Oui, enfin, vous voyez, dans en ce tout cas, cas-là, quand ce j'étais sont un pas des petit faux aussi, il y souvenirs. a des choses, j'ai dit: «Il y a des choses» je réalise maintenant que c'est pas dans cette vie-là, mais Oui. tu les Oui, prends comme aussi, voilà quoi, tu vois? mmh, Ouais, dans ce hein, cas-là, ce ne sont pas OK. des faux souvenirs. Ouais, si on arrive à corroborer Ouais, l'objet en question, ce qui s'est passé, etc., dans ce cas-là, oui, c'est pas faux. sauf que tu le C'est mets pas dans erroné parce que c'est conceptuel, mais c'est pas faux, ouais. tu le mets pas dans le temporel juste en fait, voilà, c'est ça que je veux dire. Toi, tu peux même Oui, accuser quelqu'un qui est pas celui-là parce que c'est pas dans cette vie-ci, quoi. Mais OK. oui. Si on se dit, si on se dit en effet que le souvenir qu'on a, c'est celui de la vie immédiatement antérieure alors qu'on n'en sait rien, ça peut très bien Mmh. être la vie précédente ou pré pré Tout à pré fait. pré Oui, oui, précédente. alors complet. Ouais, 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 ouais. Ouais, Dans ce cas-là, ce serait une cognition fausse, ouais. ouais. Mais OK. si en effet on Mmh. sait que c'est la vie immédiatement antérieure, ou on sait que c'est au cours de notre enfance, ou on sait que Mmh. c'est ceci, cela, dans ce cas-là, Mmh. c'est erroné, mais c'est pas faux. OK. Ouais, Mmh mh. très Mmh. Oui, bien, c'est ça. C'est on n'est pas magnifique. faux. Mmh. Ouais, ouais, parce que c'est conceptuel. Le souvenir est toujours conceptuel, ouais. Mmh, Très bien. OK. Mmh.
Ouais. Et si c'est conceptuel, donc on a toujours l'objet apparent qui est la généralité de sens. C'est comme un dessin de l'objet, mais c'est pas l'objet. Ouais, c'est comme le dessin du Mm. mouton, mais c'est pas un mouton. Et donc, comme c'est jamais le mouton, eh ben, c'est toujours erroné. Ouais, Eh c'est bien, vrai. et donc, ok, le cas apparence d'un non existant. Ensuite, cognitions conceptuelles qui ont pour objet appréhender une généralité de sens et cognitions conceptuelles sont équivalents. Il faudrait mettre équivalent parce que tibétain vont dire dönchik. Il faudrait que je vérifie que c'est bien dönchik parce que synonyme, c'est autre chose. Synonyme, c'est vraiment la même définition, mais deux mots différents. Ouais, comme par exemple, si on dit euh, cheval et canasson, ou les pieds et les panards. Ouais, quand on emploie de l'argot ou une épithète, à ce moment-là, le référent est exactement le même. Ouais, mais c'est avec d'autres mots qu'on emploie. Si on dit H2O et la flotte, par exemple, là, c'est pareil. Là, c'est Mhm. synonyme. Alors que équivalent, c'est pas nécessairement, ça peut être deux définitions différentes, comme produit et impermanent. Ils ont deux Ah, d'accord. définitions différentes, mais ils sont équivalents. Ouais, ok, très bien, très bien. Donc ça, c'est juste des petits détails en plus. Donc les cognitions conceptuelles. Si l'on divise les cognitions conceptuelles, il y en a deux. Celles qui s'accordent avec les faits et celles qui ne s'accordent pas avec les faits. Ça, c'est intéressant. Pour ceux que ça intéresse. Une cognition conceptuelle qui s'accorde avec les faits, est-ce que c'est nécessairement une cognition fausse? Non. Non, Avec les exactement. faits, non. Ouais, c'est nécessairement pas une cognition fausse. Ouais. Et une cognition conceptuelle qui ne s'accorde pas avec les faits, Eh ben, elle sera fausse si elle ne s'accorde pas avec les faits. exactement. Elle Elle sera est fausse. fausse. On pourrait dire, avec plus de précision, si on se dit qu'elle s'engage de manière unipointée vers l'opposé de la réalité, elle est fausse. Parce qu'il y a le doute qui ne tend pas vers le Mm. factuel. En effet, il ne tend pas vers le factuel, mais c'est pas une cognition fausse. Parce qu'il hésite. Mm. Alors qu'une cognition fausse n'hésite pas. Elle y va les pieds joints. Ouais, Donc ça peut ok, être faux très doute bien. alors, c'est ça? Oui, ça peut être une condition conceptuelle qui ne tend pas vers le factuel. C'est soit un doute qui ne tend pas vers le factuel, donc c'est pas une Mm, cognition fausse, soit c'est une cognition fausse si elle n'hésite pas. mm. Ouais, très bien. Mais c'est vrai qu'en général, on dira une cognition conceptuelle qui ne tend pas vers le factuel, qui se dirige les pieds joints à l'opposé de la réalité. Normalement, oui, c'est une cognition fausse. Ouais. Ta ta cognition conceptuelle qui s'accorde avec les faits, c'est de regarder ta montre puis voir qu'il est 4 heures, même si Oui, elle par a exemple. ça, hein. Exactement. Ouais. Par exemple, ça peut être une supposition correcte. Ça peut être aussi une cognition inférentielle. C'est-à-dire que ça peut être une cognition valide. On se dirige vers la réalité. On sait que, je ne sais pas, ou ça peut être, par exemple, oui, aussi un souvenir juste, comme on a dit tout à l'heure. Ouais, dans ce cas-là, Mhm. c'est un vrai souvenir, donc c'est une cognition subséquente conceptuelle, et donc c'est tout à fait correct, c'est en accord avec la réalité. Mais ça peut être une supposition correcte, tout à fait, ouais, exactement. Très bien, génial. Ensuite, nous disons de manière générale que pour toute chose qui existe, la cognition conceptuelle qui l'appréhende s'accorde nécessairement avec les faits. Ok, ok. Donc si ça existe, en effet, si c'est une réalité, si c'est un fait, et que la conscience conceptuelle se dirige vers ce fait, euh, elle s'accorde avec les faits, elle est factuellement concordante. Ouais. Pour n'importe quel existant. Ouais. Si par exemple, on pense à euh, impermanence, si on pense à notre impermanence, si on pense à notre vacuité, etc., etc., dans ce cas-là, notre conscience conceptuelle est en accord avec la réalité. Elle n'est nécessairement pas fausse. Ouais. Mhm. Même si ce n'est qu'une supposition correcte, etc., etc. Très bien, c'est D'où, génial. d'où l'importance de méditer, la vacuité, l'impermanence, tout Ouais, ça, en fait. tout à fait. Ah ouais, Oui. Parce que comme ce ne sont pas des phénomènes manifestes, on a besoin de les certifier par une conscience conceptuelle au début. Ouais, ok. Ça met ouais. du sens, tu vois. Merci. C'est important, ouais. Ouais, exactement. Très bien. Donc, ne s'accorde nécessairement avec les faits. À l'inverse, les pensées qui ne s'accordent pas avec les faits sont celles qui appréhendent des phénomènes non existants. Oui, alors là, c'est un oxymore, phénomène non existant. Donc ça,
Il faut rayer ce qu'il y a entre les crochets. Ouais. Qui appréhendent des non existants. Ouais. Donc, les pensées qui ne s'accordent pas avec les faits sont celles qui appréhendent des non existants. Ouais, on peut dire ça. Ok. Telles que les cornes du lièvre, la permanence du sceau, le soi autosuffisant et substantiel des personnes, parce que le soi des personnes existe en général. Ouais. Soi, personne, moi, je, tout ça c'est équivalent conventionnellement. Mais là, si on pense à un soi autosuffisant substantiel, etc., là c'est un non existant. Ouais, ok. Ce sont là des cognitions fausses. Voilà. Si ces consciences conceptuelles n'hésitent pas, ouais, comme on a dit. Si elles hésitent entre deux possibilités, tiens, j'ai peut-être un soi autosuffisant substantiel, mais je ne suis pas sûr. Dans ce cas-là, c'est pas une cognition fausse, c'est un doute. Ouais. Ok, très bien, très bien. Ok, parfait. Donc, on a d'abord les cognitions non conceptuelles non erronées, vous les connaissez par cœur parce que on a étudié plein de fois les perceptions directes. Donc, c'est les cognitions non conceptuelles non erronées qui ont pour objet d'appréhension un phénomène spécifiquement caractérisé et les perceptions directes sont équivalentes, hein, comme on l'a dit. La quadruple division des perceptions directes que vous connaissez par cœur, c'est quoi? Cette quadruple division des perceptions directes? Sensoriel, mental, clairvoyant, Mental. yogique, et puis bah, je crois que j'ai tout dit. Bon. Sensoriel, Oui. et l'autocognition. Et autocognition, exactement. Pour les autres antiquaires, ouais. Oui, oui, Sensorielle, mentale, autocognitive et yogique. yogique. Bravo, bravo, bravo. C'est magnifique. Vous connaissez bien votre sujet. Très bien. Et donc, en effet, comme il le rappelle aussi, la perception directe, sensorielle, mentale, apperceptive, on peut dire autocognitive, c'est pareil, et yogique. Peut être appliquée aux cognitions non conceptuelles non erronées, qui ont pour objet appréhender, on peut tout simplement dire objet appréhender, les phénomènes spécifiquement caractérisés. Ouais, pour les perceptions sensorielles, on l'a dit, c'est obligatoire. Ouais, une perception sensorielle, elle a nécessairement pour objet appréhender de la matière, donc c'est nécessairement impermanent. Ensuite, les perceptions directes mentales, ça dépend. Ouais, il y a les perceptions directes mentales qui sont indiquées en cette occasion et celles qui ne sont pas indiquées en cette occasion. Donc les secondes, ce sont les clairvoyances. Par exemple, quelqu'un qui appréhende l'esprit d'autrui, etc. Dans ce cas-là, c'est pas de la matière, mais ça reste impermanent. Ouais. Et les perceptions directes mentales qui suivent un train de perception sensorielle. Par exemple, on voit une tasse et à la fin, on a un moment infinitésimal de perception directe mentale de cette même tasse. Cette tasse, c'est de la matière, c'est impermanent. Ouais, l'autocognition, elle ne réalise que ce qui est impermanent, elle ne réalise qu'une conscience, nécessairement. Et les perceptions directes yogiques, ça dépend. Ouais, elles peuvent réaliser l'impermanence subtile qui est impermanente, ou des phénomènes permanents, comme le non-soi, etc. Ouais. Ok, très bien, très bien. Donc ici, en effet, il faudrait malgré tout euh, dire que si on parle de cette quadruple division des perceptions directes, donc sensorielle, mentale, autocognitive et yogique, euh, en effet, ça peut être appliqué aux cognitions non conceptuelles non erronées qui ont pour objet un impermanent, qui ont pour objet appréhender un impermanent, puisque les perceptions directes yogiques, elles peuvent réaliser certains aspects des quatre nobles vérités qui sont impermanents, mais elles peuvent aussi réaliser directement les non impermanents, le non-soi par exemple. Le non-soi est permanent. Donc, dans ce cas-là, ces perceptions directes yogiques sont bien des cognitions non conceptuelles et non erronées, mais qui n'ont pas pour objet appréhender un phénomène spécifiquement caractérisé. Donc ça dépend desquels, ouais, on parle. Ok, très bien, très bien. Ensuite, moi, j'ai rajouté un truc entre crochets. 3, le point numéro 3, les cognitions non conceptuelles erronées. Ouais, il manque ça dans le texte. Ouais, là, les italiques en dessous. Les cognitions non conceptuelles erronées qui ont pour objet un non existant, donc qui ont pour objet la claire apparence d'un non existant, et les cognitions non conceptuelles fausses sont équivalentes. Donc là, il faut rajouter un titre en gras. Parce qu'au-dessus, au début de la page 162, il y a marqué le point 2, les conditions non conceptuelles non erronées. Et donc là, il faut rajouter entre crochets le point 3, conditions non conceptuelles erronées. Voilà, parce que là, ils ont oublié ça dans la traduction. Ok. Très bien.
Oui, parce que à la page 161, on avait le point 1, cognition conceptuelle. Ensuite, page 162, le point 2, cognition non conceptuelle non erronée. Et donc, ensuite, il faut le point 3, les cognitions non conceptuelles erronées. C'est ça qui manquait. Ok, très bien, très bien. Donc ça, il faut le rajouter entre le second paragraphe de la page 162 et les italiques. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Donc là, ensuite, en effet, c'est ce que va dire les italiques, c'est ce qu'on va dire les italiques. Les cognitions non conceptuelles erronées qui ont pour objet apparent la claire apparence d'un non-existant. OK. Et les cognitions non conceptuelles fausses sont synonymes, sont équivalentes. Mais la Télépotier va dire mais avec un M majuscule, mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas, qu'elles soient des cognitions fausses. Ouais, c'est ce qu'on va voir là. Très bien. Parmi les cognitions fausses, il y a celles qui sont erronées quant à la forme. Ok, on peut dire quant au contour, shape, c'est le contour. Donc, il faudra rajouter plutôt le contour. Parce que la forme, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est matériel, ouais, chez les Sautrantica en particulier. Ok, donc il y a, parmi les cognitions fausses, il y a celles qui sont erronées quant au contour, donc quant à la couleur, l'activité, l'entité, le nombre, le temps et la dimension, etc. Ouais. Par exemple, ouais, par rapport au contour, il y a des exemples qui sont donnés dans les textes. Oui, par exemple, si vous regardez, c'est comme la tour carrée de Descartes. Ouais, dans l'un de ses traités philosophiques, il dit on ne peut pas faire confiance à nos sens parce que si vous regardez une tour carrée de loin, elle paraît ronde. Ouais. Ouais. Et Mm. donc, dans ce cas-là, ce sera par rapport au contour. Ouais. Ok, non, bien sûr, les textes bouddhistes ne parlent pas de Descartes, mais c'est pas grave. J'ai j'ai juste une question en lien avec hier, là, par rapport au contour. Quand on parle d'un lac, le lac, Oui, d'abord, c'est de l'eau, mais l'eau en soi, par rapport à un lac, c'est le contenant qui va faire le contour, oui, pas le contenu. Mais le contenu oui, prend la forme du contenant. oui, exactement. Oui. Mais, mais, C'est-à-dire que le mais en contour, soi, le contenant, il a pas cette forme-là. Enfin, il prend cette oui, forme-là. oui, on peut dire ça. On peut dire que parce que la tasse est ronde, l'eau qu'on met dans la tasse aura un Ouais, contour rond. ok. Tout C'est simplement. ce qu'on peut Ouais, en dire. dépendant du contenant, tout à fait. Et en dépendance quand même. C'est pas, Mm. voilà, ouais, tout Ouais, est. ouais, tout à Et fait. quand on parle de non-soi, quelque part, c'est la vacuité on parle de ça aussi, en fait. Oui, Le non c'est quelque chose, ouais, c'est la oui, non-existence inhérente de. C'est de ça. oui. Ouais, enfin, je sais pas tout à coup. Alors, on peut l'appliquer à ça, mais dans les Sautrantika, chez les Sautrantika, ils ne parlent pas de la vacuité de l'existence Ah, inhérente. Il y a que les Prasangika qui en parlent, mais toutes les écoles non Prasangika, quand ils parlent du non-soi de la personne, le non-soi subtil, personnel, ils vont dire c'est l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel. ok. Ouais, c'est un type de soi particulier. Ça veut Suffisant. dire que euh, nous, on a l'impression spontanément que la personne est le pilote et que les agrégats sont les passagers dans l'avion. On a l'impression on a l'impression que la personne est plus importante que les agrégats, qu'elle pourrait faire ce que ne font pas les agrégats. Ouais. Or, ce que fait la personne, c'est ce que font les agrégats. Mhm. On est assis parce que notre corps est assis. On pense parce que notre esprit pense. Mais nous, on a l'impression que la personne pourrait penser sans que l'esprit pense, ou que la personne pourrait être assise sans que le corps soit assis. Or, c'est Ouais. pas vrai du tout. Ouais, donc, elle n'est pas autosuffisante et elle n'est pas substantielle dans le sens pour appréhender la personne. On a besoin d'appréhender le visage de la personne. Mhm. Nous, on a l'impression qu'on pourrait appréhender la personne en se passant du visage, ce qui n'est pas vrai. Ouais, la personne, c'est comme le temps. On ne peut pas appréhender le temps sans regarder une montre. Ouais, Ouais. on ne peut pas appréhender une personne sans regarder le Mhm. visage ou une partie du corps, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne est un existant imputé, n'est pas un existant substantiel. Mais nous, spontanément, on a l'impression qu'elle est autosuffisante et substantielle. Or, c'est totalement faux. Ouais, Donc, tous ok. les non-prasangika vont dire que ce qui empêche le nirvana, c'est la saisie d'un soi autosuffisant substantiel. Mhm.
Ok. Ouais, c'est la saisie du soi subtil de la personne. Ouais. Mm. Mais les Prasangika iront plus loin, ils vont dire ça ne suffit pas, ça ce sont des afflictions grossières, c'est un voile afflictif grossier, la saisie d'un soi autosuffisant substantiel. Pour se débarrasser du samsara, donc pour obtenir le nirvana et l'éveil, il faut réaliser l'absence Mm. d'existence inhérente de la personne et des phénomènes, des agrégats. Mm. Ouais, les Prasangika vont plus loin. Parce Mais que, les Sautrantika diront cette vacuité est un non-existant. parce que quand tu dis forme, c'est tout ce qui est matériel pour les Sautantrika, Oui, mais ça parle aussi des formes qui sont plus subtiles, en fait, quelque part. Parce que oui, quand on parle in a physical form, enfin, oui, aux facultés, c'est aussi de la matière, mais quelque part, c'est pas de oui, la matière qu'on peut toucher. Parce que souvent, moi, je me tout à rappelle fait. au début, quand je parlais forme, tu vois, je voyais forme, enfin, forme. Oui, Quelque chose que. Mais c'est pas. oui, Ça englobe tout ce qui est aussi plus subtil que subtil. la Oui, forme. exactement. Ouais, les formes internes, c'est Ouais, nécessairement de la forme subtile. Ce ouais, sont les facultés, facultés ouais, visuelles, auditives, olfactives, etc. Et ouais. ensuite, la forme claire, on va dire Danwa en tibétain, forme claire, ça veut dire une forme subtile qui n'est perceptible que par une clairvoyance. Ok. Ouais. C'est toujours obstructif, mais c'est pas démontrable, c'est pas visible. C'est pas visible à l'œil nu. Mais c'est obstructif, comment? Comment tu peux dire c'est obstructif? C'est ça C'est que j'ai. obstructif parce que ça offre une résistance au contact. Ah, ok. Ouais, C'est ça que ok. ça veut dire. Ouais. Ok. Obstructif ou absence d'obstruction, etc. C'est est-ce que ça offre une résistance au contact ou pas? C'est ça que ça veut dire, ouais. Ok. Parce qu'il y a des formes qui sont obstructives et démontrables, il y a des formes qui sont obstructives mais pas démontrables, et il y a des formes qui sont considérées comme n'étant ni l'une ni l'autre. Hmm, Mais chez les Sautrantika, ils vont dire ces formes-là sont incluses dans les phénomènes sources, c'est-à-dire les objets des consciences mentales. ok. Ouais. Ok, Merci. par exemple, si on rêve du bleu, est-ce que c'est vraiment du bleu? Hmm. Non, c'est un phénomène source. C'est un objet pour une conscience mentale. Très Hmm. bien. Merci. Bravo, bravo. Ok. Donc ensuite, bien sûr, c'est facile pour rapport à la couleur. Vous regardez une montagne enneigée, vous portez des lunettes bleutées, vous voyez la couleur de la neige comme étant bleue, etc. C'est facile. Ok, très bien. Donc, que je regarde l'heure aussi. Oui, on a encore du temps, c'est parfait. Magnifique. Ok. Donc, par rapport à la couleur, l'activité, l'entité, le nombre, le temps, la dimension, etc. Donc ça, ce sont des cognitions fausses à l'égard de ces objets. Et donc, une conscience, il manque un E ici. On a mis un conscience, ok. Donc, une conscience sensorielle à laquelle un tison tournoyant, bah voilà, on a les exemples. Vous regardez le soir, vous allumez un bâton d'encens. J'aurais dû réviser et relire le livre hier soir. Vous prenez un bâton d'encens dans le noir et vous tournez très vite. Et donc, vous voyez un cercle. Donc là, c'est une erreur par rapport au contour. Mais l'exemple de la tour carrée de Descartes fonctionne quand même. Ok, très bien. Celle pour laquelle une conque blanche apparaît comme jaune, ouais, par exemple, si vous avez la jaunisse, tout ce qui est blanc apparaît comme étant jaunâtre. Ok. Ou une montagne enneigée apparaît comme bleue et erronée quant à la couleur, celle pour laquelle les arbres semblent se déplacer. Et donc, c'est quant à l'activité. Ouais, celle pour laquelle la lune apparaît comme double, c'est au regard du nombre. Celle pour laquelle les cheveux semblent tomber, ouais, dans le champ de vision est erronée quant à l'entité. Ouais, quand on a certaines maladies oculaires, etc., il y a en effet ces apparences qui ne correspondent pas à la réalité non plus. Donc ça, c'est par rapport à l'entité. Ok, très bien. Si l'on rêve la nuit, qu'il fait jour et que le soleil brille, l'esprit est erroné quant au temps. Ouais, tout à fait. Et si l'on est dans une vaste plaine et qu'on regarde au loin, les choses de grande taille apparaissent petites et inversement. C'est une erreur quant à la dimension. Ouais, c'est assez simple. Très bien. Vous regardez à travers un microscope, etc. Une molécule apparaît très très grande alors qu'en réalité elle est minuscule. Ouais, c'est le même principe. Très bien. Eh ben, c'est super. Donc, toute cognition qui a pour objet d'appréhension la claire apparence d'un non-existant, là c'est bien dit, est une cognition fausse. Mais attention, pourtant, à dire la télépathie, nous tous n'acceptent pas
que cela soit le cas. Ah, ah, c'est là qu'on va dire, attention, il y a un grand mais. Et certains mentionnent à l'appui des exceptions comme les absorptions méditatives sur le répulsif, ouais, par lesquelles l'environnement est vu comme déplaisant, ou les absorptions méditatives, les samadhis, ouais, sur l'élémentaire ou eau, par lesquelles on ne voit rien d'autre que la terre ou l'eau. Ok, très bien. Bon, moi j'ai mis voir 145, 144. Oui, c'est là où on avait vu il pouvait y avoir des exceptions. J'ai pas compris ce que tu as dit en dernier. La war, l'eau, la terre, là, j'ai pas compris. Ouais, ok. 144, Euh, 145. J'ai essayé de me Ouais, faire une image, mais oui. Alors en effet, c'est pas très simple, c'est pas non. très compliqué. C'est que certains, pour développer les concentrations, vont utiliser un objet particulier. On peut utiliser n'importe quel objet pour développer shamatha, n'importe quel phénomène. Et ça peut être une vérité relative, une vérité ultime, etc. Certains vont utiliser des éléments. Ouais, ils prennent un verre d'eau ou un bol d'eau et ils essaient de se concentrer sur l'eau et ils essaient de visualiser que tout est fait d'eau. Et au bout d'un moment, leur samadhi leur fait percevoir tout comme étant fait d'eau. Ils ne visualisent plus, ça leur apparaît directement. Ouais, comme dans la tradition bouddhiste, pour développer le renoncement, quand on est trop obsédé par rapport au corps humain, qu'est-ce qu'on fait? On médite sur l'aspect répulsif du corps humain. Donc, on a certaines visualisations, on essaie de se focaliser sur le front du corps, un corps qu'on voit en face de nous, etc. Et ensuite, on fait une dissection. On essaie de voir ce qu'il y a derrière la peau, etc., etc. Et ensuite, on visualise la terre tout entière recouverte de cadavres, de squelettes. Mais au bout d'un moment, le samadhi fait en sorte que la personne ne visualise plus, ça lui apparaît clairement. Et donc, est-ce que la terre est recouverte de cadavres pour autant? Est-ce que tout est fait d'eau pour autant? Est-ce que c'est conforme à la réalité? Non. Mais les Non. hallucinations, c'est la même chose? Alors, les hallucinations ne sont pas produites par la Enfin, méditation. ça m'a dit, oui, d'accord, Ouais, mais le c'est différent. résultat, c'est le même. Le résultat, c'est le même. Le résultat, c'est le même, en effet. C'est-à-dire qu'on pourrait voir des cadavres partout, même quand c'est pas Halloween. Donc, l'idée, là, c'est d'avoir toujours l'awareness, d'être toujours conscient que je suis en train de méditer, puis quelque part, ce qui m'apparaît n'est pas la réalité. C'est d'avoir Oui. cette conscience-là, en fait. Exactement, ça veut dire Voilà. que c'est Ouais. un samadhi, c'est un état de Ouais. concentration. Donc, bien Ouais. sûr, quand la personne sort de la méditation, bien sûr, Ouais. j'imagine que Ouais. tout apparaît comme c'est en réalité. Mais pendant cette méditation, tout apparaît clairement comme si c'était fait d'eau, de terre, ou comme si tout était bleu, etc. Parce qu'il y a différents Ouais. types de kasina, ce qu'on appelle des Ouais. kasina, les objets de concentration. Et donc, ça apparaît clairement. C'est la claire apparence d'un non-existant. Parce qu'en réalité, la Terre n'est pas remplie de cadavres, n'est pas recouverte de squelettes, sauf dans l'ère d'Ultron d'Avengers, quand Iron Man hallucine à un moment donné. Mais Ça, sinon, ce n'est pas le cas. ok, c'est Ouais. intéressant. Moi, je fais le lien avec moi. Bon, toi, je suis aussi artiste. Hein. Pendant longtemps, je, je pouvais faire des heures où je faisais ma sculpture, un truc, j'étais avec la pierre, tu vois, quelque part. Mais je n'avais pas, j'étais pas consciente. Enfin, je sais pas comment je veux dire ça, tu vois. Mm, J'y allais, c'était presque un échappatoire. mm, Et ça, ça explique aussi ça, tu vois, d'avoir, oui. ouais, de savoir où on va quand on va, en fait, d'être conscient que là, Mm, tu médites, puis que, tu vois, tu rentres et tu sors, en fait. oui, C'est-à-dire, oui, tout à comment, fait. bah, c'est comme quelqu'un qui se drogue, en fait. Il fait quelque chose pour échapper à Mm, quelque chose. S'il est dedans, mm, il est dedans. Enfin, tu vois, enfin, je sais pas si tu comprends mon lien, mais enfin, je fais un oui. lien avec ça, c'est bien, merci. Oui, ça veut dire que c'est plus visualisé, c'est un contact direct avec l'objet. Ouais, Mais malgré tout, cet objet ne correspond à rien dans la réalité, dans ces exactement. cas-là. Tandis Ouais, dans ces qu'autrement, tu cas-là. crois même que tu as Ouais. trouvé quelque chose qui te fait du bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Où tu te dis, c'est un Mhm. ah bah, comme ceux qui se droguent, quoi, en fait. Tu Oui, oublies que ça n'existe pas de manière. Voilà, non, exactement. merci. Et ici, la question, c'est justement, c'est que c'est issu de la méditation. C'est ça Ouais, qui fait la différence. ouais, Parce que si c'est issu de la méditation, comment est-ce que ça peut être considéré comme étant une cognition fausse? Parce que ouais. tout ce qui est issu de la méditation doit être développé par les yogis et par les bouddhas. Mhm. Donc, Ouais, si les bouddhas reposent leurs résultats spirituels sur des cognitions fausses, ça pourrait poser question. ouais, Donc, c'est c'est vrai. là où justement la question se pose. C'est intéressant ça. Ouais, Oui, ok. j'avais mis
voire 145, 146, parce que c'est là où Nathalie Potier, justement, parlait de ça d'une manière préambule. Et, c'est juste, voilà, c'était juste ça. Ok, très bien. Ok, donc des absorptions méditatives, des samadhis, c'est ça qui fait la différence, ouais, parce que là, un samadhi, c'est quand même quelque chose qui relève de une pratique spirituelle, etc. Et donc, si une pratique spirituelle repose sur du vent, sur quelque chose de non existant, sur des conditions fausses, ça pourrait poser question. Ok, On est, pardon, on est en oui. samadhi après le 9e stade ou pas? Ou à ce niveau-là? Alors ça, c'est une question difficile parce que samadhi, il y a plusieurs sens. Mhm. Euh, Ça peut vouloir dire le facteur mental de concentration dans les facteurs mentaux déterminatifs. Ouais. Et un samadhi, normalement, une absorption méditative, euh, ça peut être après le 9e stade pour shamatha, mais pas nécessairement. Ça veut dire que quand quelqu'un est absorbé de manière méditative sur le non-soi, etc., cette personne n'a pas nécessairement encore obtenu le 9e stade. Il faudrait que je vérifie dans ce que dit Sassante, c'est dans l'un des livres avec la Vénérable Ten Children. Il parle de ça, il parle du samadhi. Il faudrait que je vérifie ce qu'il dit, parce que sinon je vais dire des bêtises. Mais normalement, en effet, samadhi, c'est très très général. Ça veut dire que est-ce que, par exemple, le chat qui est en train d'être concentré sur le trou de souris pour savoir si la souris va sortir, il est focalisé en un point. Est-ce qu'il a un samadhi pour autant? Ça pourrait poser question. Donc Donc, samadhi, il a ça le veut dire, facteur mental. pardon, Ouais, ça veut dire samadhi, ça veut dire concentration. focaliser sur un point. Oui, en général, dans les facteurs mentaux déterminatifs, les 5 facteurs mentaux déterminatifs, l'avant-dernier, c'est samadhi, c'est concentration. Ça veut dire concentration. Mais on peut être concentré. Alors, il y en a qui vont dire c'est nécessairement vertueux, ces facteurs mentaux déterminatifs. D'autres vont dire non, pas nécessairement. Ouais, donc il y a des débats par rapport à ça. Mais là, quand on parle d'un samadhi, c'est plus que simplement le facteur mental de concentration. C'est une pratique méditative qui engendre un niveau de concentration. Alors après, quel niveau exactement? D'accord, Ça, c'est là où je suis pas très sûr. Ouais. Très merci. bien. Après, quand on voit dans les perceptions directes yogiques, par exemple, la définition d'une perception directe yogique, on avait vu que sa condition dominante non commune, c'est un samadhi qui est l'union de shamatha et de vipassana. Là, nécessairement, le 9e stade a été dépassé, parce que la personne a obtenu shamatha. Ouais. Ok, très bien, très bien. Bravo, bravo. Ok, donc en effet, c'est la claire apparence dans non existant. Ensuite, il est dit qu'un méditant, qu'en méditant avec force, y compris sur quelque chose qui n'a pas de réalité, donc quelque chose qui n'est pas vrai, il est possible d'avoir une claire apparence non conceptuelle. Ouais, ça c'est un pléonasme, claire apparence non conceptuelle, c'est pareil. Ouais. Donc on pourrait dire une claire apparence entre parenthèses, donc non conceptuelle, basée sur la force de la familiarisation. Les absorptions méditatives, juste citées, ont précisément une telle claire apparence de non-existant. Voilà, selon certains érudits, elles ne sont pas pour autant des cognitions fausses. Je crois que c'est Kedubje qui dit qu'elles ne sont pas nécessairement des cognitions fausses, puisque justement elles sont issues de la méditation et les Bouddhas les possèdent dans leur continuum, parce qu'ils ont développé tous les samadhis nécessaires. Ouais. Ils sont toujours dans n'importe quel samadhi, les Bouddhas. Et donc, si on dit que ce type de samadhi est une cognition fausse, ça veut dire qu'un Bouddha a une cognition fausse dans son continuum. Là, ça pose question. Puis quand on dit clair, un non-existant, quelque part, ta conscience, elle s'agrippe pas dessus, en fait. C'est ça le truc aussi. C'est Oui, ça. tout à fait. C'est juste Tu l'apparence. vas- Voilà, c'est ça. Mm, Il y a plus de désir. Enfin, il n'y a pas ce grasping dessus. Ce mm, qu'on va essayer de faire exactement. des méditations sur la mort, quoi, de pas. Oui, Ouais, ok. Ok. ouais, tout à fait. C'est vraiment la claire apparence. C'est un peu, on pourrait dire, la dernière fois, on avait cité cet exemple aussi, mais c'est pas mentionné dans les textes là chez les Sautrantika parce qu'ils ne parlent pas des tantras, mais on Hmm. pourrait l'appliquer au corps illusoire dans les tantras supérieurs Ah, ok. quand le yogi arrive sur la phase de perfection et que cette personne a développé un niveau de la phase de perfection. Cette personne a le corps illusoire, c'est-à-dire le corps, le mandala, la déité apparaissent clairement. Ah, ok. Cette personne ne visualise plus. Le Ouais. mandala et la déité apparaissent clairement. Pourtant, cette personne n'est pas encore éveillée. Elle le sera dans pas longtemps, mais elle n'est pas encore éveillée. Donc, il semble que ce soit le même type de claire apparence d'un non-existant. Donc ça Mais veut dire, c'est nécessaire. Oui, pardon, excuse-moi, ça veut dire que ça nous apparaît sans effort en fait. Hmm. exactement. Ouais. Tout à fait.
Et c'est issu de la méditation parce que la personne a visualisé beaucoup, beaucoup le mandala, la déité, etc. Mais là, elle ne visualise plus, ça apparaît clairement. Ouais. C'est intéressant, ça. Mhm. Ouais, Ouais. ouais. C'est un petit peu comme quand vous jouez aux échecs toute la journée, la nuit, vous allez rêver que vous jouez aux échecs. Ou si vous conduisez, si vous roulez toute la journée, vous pouvez rêver que vous roulez la nuit. Et donc, c'est le même type de principe. Ça veut dire qu'on finit par avoir la claire apparence de son objet. Et que Mais, cet mais je pense objet, qu'il y a, oui, ouais, je pense que ce qui est peut-être important là-dedans, c'est qu'on a conscience que d'où ça vient. Alors qu'une hallucination, on peut croire, on a des doutes, etc. Mais là, on n'a aucun doute, on sait exactement ce qu'on a fait, on oui, a la maîtrise de ça, et puis c'est ça pour moi l'intérêt là-dedans. oui, Quand, dans quand, ces quand on sait. absorptions, oui. Dans ces Mm. absorptions, la personne sait très bien qu'elle a médité là-dessus, etc. Donc, elle sait très bien que Ouais. c'est en dépendance, en effet, de cette familiarisation. Exactement. Alors que quand on hallucine, on peut ne pas savoir du tout d'où ça vient. Ouais, exactement, tout à fait. Ouais. Génial. Très bien, très bien. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ici. Donc, qu'elle soit une claire apparence de non-existant est mentionnée dans le texte racine d'Acharya Dharmakirti, ouais, le Pramanavartika. Plus loin, dans la même œuvre, Acharya Dharmakirti dit les autres sont pollués. Donc, les autres référant à ces absorptions méditatives est pollué ou souillé, on pourrait dire, indiquant qu'elles sont souillées par des causes d'erreur, comme l'explique Kedub Rinpoche dans son grand commentaire, ouais, le grand commentaire au traité sur la cognition valide. Il demande dans ce texte et à ce sujet, ces absorptions méditatives sur la terre uniquement, ou l'eau, etc., ne sont-elles pas des perceptions directes yogiques? Ah ah! Ok. Cachons notre joie. Mais si tu as dit tout à l'heure que pour avoir une perception directe yogique, il fallait avoir shamatha, alors que là, on est simplement dans un samadhi, donc on n'est Oui, pas sûr d'avoir shamatha, donc c'est pas forcément une perception yogique, non? exactement. S'il n'y a pas shamatha, c'est pas une perception yogique, mais si la personne a obtenu un samadhi qui dépasse shamatha, c'est là Mm. où la question pourrait se poser. Ouais. Parce que dans ce cas-là, en effet, sa condition dominante non commune sera un samadhi qui est euh, l'union de shamatha et de vipassana. Peut-être, ouais, dans certains cas, c'est obligatoire qu'il y ait vipassana, parce que quand les personnes ont obtenu shamatha, il y a des niveaux d'accès ensuite au premier dhyana, voilà, premier niveau de concentration. Et l'un des niveaux d'accès, c'est une méditation analytique. Et donc, c'est ça, vipassana à ce moment-là. Même si la personne n'analyse pas de manière très détaillée sur la vacuité ou sur autre chose, mais malgré tout, cette personne va analyser les niveaux subtils et les niveaux grossiers. Et donc, c'est là où cette personne aura obtenu, à ce moment-là, Vipassana, l'union de shamatha et de vipassana, même si cette personne n'analyse pas de manière très détaillée, etc. Et donc, dans ce cas-là, cette personne a dans son continuum une condition dominante qui est l'union, un samadhi qui est l'union de shamatha et de vipassana. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que c'est une perception directe yogique? Ça mérite de se poser comme question. Parce que normalement, une réalisation yogique, elle doit réaliser ce qui existe. Réalise ce qui existe, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire le non-soi, les 16 aspects des quatre nobles vérités, que vous connaissez par cœur. Et donc, toutes ces notions existent. Alors, bien sûr, on dira oui, la claire apparence d'un non-existant existe. Cette claire apparence existe. Donc, ça pourrait jouer. Non? Bah, Quand... parce qu'on part du principe que on sait qu'en fait que ça n'existe pas. En fait, ça nous apparaît comme ça, mais en réalité, on perçoit que c'est un non-existant. En fait, on a les deux niveaux en fait. Enfin, il me Oui. semble. Donc c'est pour Ah, ça que voilà. ça pourrait jouer. Enfin, il me semble. Oui, parce qu'on sait que c'est un non-existant. On sait que la claire apparence existe. Par exemple, le mirage. Si on voit un mirage, on sait que le mirage existe. Mm. Parce que sinon on ne pourrait pas le voir. Donc la claire apparence du point d'eau, cette claire apparence existe. Le point d'eau n'existe pas, mais la claire apparence de ce point d'eau existe. Ouais, donc si c'est un existant, on peut très bien réaliser si c'est un existant, on peut réaliser un existant. Et la claire Ouais. apparence d'un arc-en-ciel, pareil, par exemple, ça Oui. n'existe pas en fait. Ah bon? Bah,
c'est que des gouttes d'eau avec du soleil. Enfin, c'est pas quelque chose. Ouais, Enfin, c'est pas comme le mirage, l'arc-en-ciel? ouais, c'est Parce que similaire, ça ça veut dire que... dépend de l'endroit où on est. Des fois, il apparaît, des fois, il apparaît pas. Donc, Ouais. je sais pas. Alors, c'est similaire dans le sens où, ouais, en dépendant. Alors, c'est quelque chose qui est similaire, c'est en dépendance de notre lieu, notre Mm, localisation, la localisation du rideau de flotte, la mm. localisation du soleil, etc. En dépendance de tous ces facteurs, on a en effet l'apparence de l'arc-en-ciel. Donc, l'arc-en-ciel est un existant, non? Mais, C'est mais là où il y a une différence entre le mirage. Le mirage existe, Mm. l'apparence de ce qu'il montre n'existe pas. L'arc-en-ciel existe, mais l'apparence de ce qu'il montre, ça existe puisque c'est les couleurs réfractées par la lumière dans les gouttes d'eau. mais même un arc-en-ciel, même si des gens pourraient le voir, ils ne le voient pas nécessairement. En fait, ils n'ont pas nécessairement la capacité de le voir. Enfin, Bon, le regard. C'est comme tu passes à des endroits, des fois tu peux te dire, bah, tiens, ça fait 10 fois que je passe là, mais ça, je ne l'ai pas vu, alors qu'il était déjà là avant. mais ça, c'est une Oui, perception Chose qu'on ne inattentive. Ça, perçoit pas. c'est Oui, pas. mais je veux dire, ça, pour moi, c'est pareil dans des choses où c'est ouais. pas parce qu'il est là que tu le vois nécessairement. Et Donc, là, si c'est même, inattentif, elle a nécessairement pour objet d'engagement un impermanent, donc un existant, ouais, ouais. 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 Mhm. Donc, par exemple, si on est à côté du jet d'eau à Genève et que on se met à un endroit spécifique, on verra l'arc-en-ciel de toute façon. Ouais, superbe. S'il fait soleil, si c'est pas Ouais. un jour nuageux, etc., s'il fait soleil, on verra de toute façon l'arc-en-ciel si on se met au bon endroit, au bon angle, etc. Ouais. Donc ça veut Donc, dire ça veut que dire, c'est juste. Ouais, pardon, excuse-moi, ça veut dire qu'un existant, tout le monde ne peut pas le percevoir, en fait. C'est, puisque Mhm. en fonction de notre temps, de l'espace, de plein de choses, on ne le oui, percevra pas tous de la même façon. Enfin, il apparaîtra exactement. ou il apparaîtra pas, mais il existe quand Ouais. même. C'est ça? Oui, oui, exactement, c'est ça. C'est par exemple la couleur je me souviens quand on avait eu ce mois de débat intensif à Nalanda et Venera Geshe-Losel, où il débattait avec Venera Tenzin Palmo, et donc il débattait sur la couleur de son bonnet rouge. Ouais, la pénombre, son bonnet rouge apparaissait comme noir. Et donc, est-ce que sa couleur était noire ou est-ce que sa couleur était rouge? Ouais, ça veut dire que la solution qu'il avait donnée, et que je trouve magnifique, c'est le bonnet est rouge, n'importe quelle couleur, rouge, vert, bleu, etc. C'est rouge, vert, bleu, quand les conditions sont appropriées. Ouais, quand on dit que on voit un arc-en-ciel, bah oui, quand les conditions sont appropriées. Quand on est au bon angle, avec la bonne, comment dire, l'aspect oblique du soleil, etc., le bon degré par rapport à l'horizon, etc., etc. Quand les conditions sont appropriées, on doit voir cela. Mais on pourrait dire, les conditions, c'est aussi notre faculté. Il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut qu'on n'ait pas les facultés qui soient endommagées. Il ne faut pas qu'on soit daltonien, etc., etc. Donc, toutes les conditions appropriées sont implicitement mentionnées là-dedans. Et ça, c'est pour tous les existants, tous les impermanents. Il faut à chaque fois Oui, que les exactement. conditions soient appropriées pour qu'on puisse les percevoir. Sinon, Tout à fait. on ne les percevra pas. Exactement. Ouais, comme l'impermanence, il faut un yoga, l'union qui est une perception yogique, etc., pour la réaliser directement. Elle existe, mais est-ce qu'on l'aperçoit directement? Non, pas en l'état. Parce que tout simplement, nos conditions ne sont pas appropriées. Le non-soi, c'est pareil. La vacuité, comme dit le Bouddha dans la perfection de sagesse en 8000 strophes, il dit que les Tathagatas soient là ou non, la nature ultime, ça reste la vacuité. Ouais, donc que nous, on l'aperçoive ou pas, elle reste la vacuité, mais après, pour l'apercevoir, il faut que les conditions soient appropriées. C'est pareil. Ouais, c'est magnifique ça. Ok, très bien, très bien. Et donc là, Galupje se pose la question, est-ce que c'est ces claires apparences de non-existants qui sont issues de Samadhi, est-ce que ce sont des perceptions directes yogiques? Et il répond à sa propre question, non, elles ne le sont pas. Il répond à sa propre question. Donc, en effet, elles ne le sont pas, comme on a dit tout à l'heure. Si ce n'est pas un samadhi qui est l'union de shamatha et de vipassana, ça ne peut pas être une perception yogique. Ouais. Si là, la personne a juste un certain samadhi, une certaine familiarisation avec un niveau de concentration, etc., dans ce cas-là, ce n'est pas avec une concentration en particulier, pas nécessairement les dhyāna, parce que les dhyāna, oui, il y a l'union de shamatha et de vipassana, d'une certaine manière, mais ici, c'est simplement un samadhi, la personne s'entraîne à avoir un niveau de concentration, etc., suffisamment bon
pour qu'au bout d'un moment, ce qu'elle visualisait n'est plus visualisé. Ça apparaît clairement. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et donc, il dit, ce sont des consciences qui ont la claire apparence de l'aspect de leur objet par la force de la méditation et sont donc non conceptuelles, tout va bien. Mais comme elles sont erronées, elles ne sont pas des perceptions directes yogiques, puisqu'une perception directe yogique est nécessairement non erronée. Ouais. Ok, ok. C'est là où ça pose question. Ensuite, il dit, on a encore un peu de temps, oui, super. Un certain sutra semble aussi indiquer que de telles absorptions méditatives sont erronées. Ainsi, en tenant compte de ces sources, il semblerait que ces absorptions méditatives sur le répulsif, l'élémentaire, etc., doivent être considérées comme des conditions non conceptuelles erronées. Ici, quand nous enseignons les cognitions valides, nous parlons surtout du point de vue du système Sautrantika, ouais, pour lequel les cognitions non conceptuelles erronées et les cognitions non conceptuelles fausses sont équivalentes. De sorte que si l'on est prêt à dire que ces absorptions méditatives sont erronées, il faut ensuite accepter qu'elles soient fausses. Mais si elles sont fausses, comment peuvent-elles être issues de la méditation? C'est ça où ça pose question. Parce que ça dépend du degré de méditation, en fait. Parce que nous, Oui, on a une méditation, c'est un mot, mais en fait, il y a un spectre, en gros, et oui, c'est pas aller jusqu'en haut, enfin, au niveau oui. le plus ultime, enfin le plus haut, je pense. Oui, tout à fait. Et si le niveau le plus haut, on pourrait dire, si on arrive au palier, c'est on a nécessairement marché sur des marches qui sont suffisamment solides. Ouais, Mmh. si les marches sont faites en carton, à ce moment-là, on ne peut pas arriver au palier. On a nécessairement dégringolé. Et là, c'est le même principe. Ça veut dire que si on arrive au fruit spirituel qui doit être une cognition valide, comment est-ce qu'elle peut reposer sur de la cognition fausse? Comment est-ce que ces méditations sur lesquelles on essaie de visualiser, ensuite ça n'est plus visualisé, comment est-ce que ça peut être faux? Comment est-ce qu'on peut reposer, par exemple, on pourrait dire comment est-ce qu'on peut reposer quelque chose qui est nécessairement vrai, comment est-ce qu'on peut le faire reposer sur du faux, sur du factice? C'est là où la question se pose. Si c'est issu de la méditation, c'est nécessairement réel ou valide d'une certaine manière, non? C'est là où la question est posée, en tout cas. Après, moi, je n'ai pas la réponse. Ok. Mais dans son supplément à la Voix du Milieu, oui, Acharya Chandrakirti, ouais, dans le Madhyamaka Avatara, dit que ces absorptions méditatives sur le répulsif, l'élémentaire, etc., sont des consciences qui prennent pour objet une entité irréelle, ouais, dans le but spécifique de contrecarrer l'attachement, de sorte que lorsqu'ils enseignent le Madhyamaka, les enseignants disent en général que ces absorptions méditatives ne sont pas des cognitions fausses, mais simplement des applications mentales sur l'irréel. Et pour les prasangika, ça ne les gêne pas aux entournures de dire qu'on peut méditer sur l'irréel. Pourquoi? Parce que pour les prasangika, tout est irréel. Rien n'a d'existence réelle. Donc c'est pourquoi ça ne les dérange pas de dire que, ok, si on a la claire apparence du corps illusoire, etc., ou la claire apparence de l'eau ou des cadavres, etc., c'est irréel, en effet, mais tout est irréel. Même la claire apparence d'une table, c'est irréel pour les prasangika. Ça n'a pas d'existence réelle. Rien n'a d'existence réelle, pas même la vacuité. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, la vacuité est une vérité ultime pour les prasangika en particulier. C'est une vérité ultime, elle est vraie. Pourquoi? Parce elle se montre telle qu'elle est à une perception directe, yogique. Ouais, donc elle est vraie, son mode d'être et son mode d'apparence correspondent. Ça ne veut pas dire qu'elle ait une existence réelle pour autant. Elle n'a pas d'existence véritable. Son existence est aussi fausse que tout le reste. C'est magnifique ça. Ouais, les Tibétains font une distinction avec un datif. Ouais, ils vont dire que la vérité ultime n'a pas d'existence véritable. Dambar Majuba. Mais ils vont dire que c'est établi comme étant la vérité. Damba Juba. Mais c'est pas Dambar Juba. C'est pas existant véritablement. C'est pas établi véritablement. Ouais, ça, c'est là où ils font toute la différence. Donc, pour les prasangika, ils peuvent dire, OK, si on a l'apparence claire des cadavres, etc., partout sur la terre, etc., en effet, c'est irréel, et c'est une méditation. C'est
une méditation sur les réels, etc. Mais comme ils disent qu'en effet, Il y a du bruit. ouais, Or en sous-marin. ça, c'est chez Vali. Je vais désactiver le son. Ah, maintenant, j'y arrive pas. Pourquoi? Ok, c'est pas grave. Ok, donc comme on l'a dit, c'est là où on essaie de se poser la question si c'est issu de la méditation, comment est-ce que ça peut être une cognition fausse, mais ça reste erroné. Sauf que si on est chez les Sautrantika et qu'on parle. Ah non, il y a toujours le son, mais ça a été coupé chez Vali. Je vais couper chez moi pour voir. Ouais. Ah oui, c'est mieux. Ok, c'est bizarre. Ok. Ah si, on entend toujours le son. C'est bizarre, ça se trouve, ça vient de chez moi, mais là, je peux pas couper le son. Alors, faut que je vous laisse parler. Très bien. Ok, donc là, on va essayer de continuer la fois prochaine. On essaiera de voir, ok, quelle est la solution. Si on dit que chez les Sautrantika, une cognition non conceptuelle erronée est nécessairement une cognition fausse, d'un côté, et si d'un autre côté, une cognition qui est issue de la méditation ne peut pas être une cognition fausse, sinon le fruit spirituel qu'est l'état de Bouddha, ça repose sur du faux. Donc, où est la solution? C'est à vous de essayer de vous dépatouiller avec tout ça. Mais ensuite, on essaiera de poursuivre là-dessus. Et une fois qu'on aura vu ça, on aura vu quelque chose de très important. Et ensuite, tout le reste va être beaucoup plus simple. Ce sera les divisions bipartites. Ouais, ce sera beaucoup plus simple normalement. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup. C'était un immense plaisir de continuer à discuter sur ces thèmes avec vous. Et donc, on est à la page 164. Et donc, à la fois prochaine, on continuera à partir de là. Merci beaucoup. C'était un immense plaisir. Prenez bien soin Yes. de vous. Et ce soir, les Ce débats à soir. 20 h pour ceux qui veulent. Ok, Ouais. merci beaucoup. Merci à Bonne vous. journée. Bonne journée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Lasci delle. Désolé.